Bonjour et bienvenue dans le dernier clic, votre podcast tech, IA et no code. On se retrouve comme chaque semaine avec Lulu pour parler d'actu non, aujourd'hui on va parler d'outils. Comment tu vas Lulu? Bah, ça va et toi? Il fait un peu chaud, mais survie. Oui, pareil, un peu cagnard. Donc aujourd'hui on est sur un épisode côté outils où on va revenir sur les outils numériques. Alors sachant que la dernière fois, c'était il y a 2 semaines, on avait beaucoup parlé de développement assisté par IA. De vibe coding, on avait parlé de Cloud Code, on avait parlé d'app, on avait parlé de plusieurs choses et aussi justement du rapport et du fait que les outils no code étaient encore complètement pertinents aujourd'hui et que dans les 2 cas, voilà, il y avait, des problématiques qui se retrouvaient, sur, comment dire? La nécessité de bien choisir, en fait, de bien penser les solutions qu'on développe. Aujourd'hui, on va essayer de sortir un petit peu justement de la partie vibe coding. On reviendra sûrement dessus dans 2 semaines, histoire de vous parler un petit peu de ce qu'on a fait en parallèle, notamment pour notre podcast, à nous, enfin pour notre portail pardon, à nous pour le podcast, qui nous permet maintenant de gérer, la diffusion des épisodes et toute la partie création, voilà, un peu de bout en bout. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de, revenir sur Notion, enfin sur Notion, pas directement sur Notion, mais plutôt les alternatives qu'on a essayées, ces derniers mois et ce sur quoi on s'est un peu arrêté en ce moment et qui a l'air de nous convenir à tous les 2. Enfin en tout cas, pour ma part qui me répond bien aux besoins. Et voilà, après on ira parler un petit peu d'autres choses, notamment de dictée vocale, de skills et voilà, on aura fait un petit tour pour aujourd'hui. C'est bon pour toi, Louis, on attaque? Bah, c'est parti. Alors, pour celles et ceux qui alors soit qui ont pas écouté les épisodes précédents, nos premiers épisodes ou qui les ont écoutés mais pour lesquels c'est plus très frais, on était tous les 2 utilisateurs de Notion depuis un moment, ou Notion si vous voilà, le prononcer à la française. Qui est un outil bureautique, on va dire moderne, justement une alternative, enfin, ce qui me semble être en tout cas la meilleure alternative aux grosses suites bureautiques à la Microsoft et à la Google, avec, tout un écosystème qui permet d'arriver sur une espèce de page blanche que vous allez pouvoir, comment dire? Vous en saisir pour rédiger du contenu et à partir de là, en fait, utiliser des bases de données relationnelles, version simplifiée, pour connecter votre information d'un côté à l'autre et en fait, là où Notion est très fort, c'est que ça a l'air simple, ça se prend en main facilement, en tout cas pour la partie rédaction et pour le 1er effet de se dire: «Ouais, punaise, je peux faire des documents, je peux me créer des pages, je peux me faire du contenu, je peux comment dire? L'aménager un petit peu à ma sauce, je peux me faire des vues qui me correspondent, je peux me faire un petit peu mon outil bureautique à moi». Voilà, ça c'est assez fort dès le début, mais en revanche derrière, ça peut vite devenir, enfin c'est devenu, on va pas se mentir, une usine à gaz et hem et un outil qui permet de faire énormément de choses de manière plus ou moins réussie et qui a intégré beaucoup l'IA, enfin énormément l'IA en fait ces dernières années, qui a d'ailleurs fait côté IA, je pense, une bien meilleure intégration que les outils type, Google ou Microsoft. Mais le fait est que cet outil-là nous posait souci pour plusieurs raisons. Enfin moi d'une part, c'était le côté, outil américain, propriétaire dont j'aimerais voilà sortir, le plus possible. Le côté usine à gaz, justement, qui fait que, même en l'utilisant de manière professionnelle, on se retrouve avec un outil qui est pas pensé enfin, qui est surgonflé par rapport à mes besoins, qui part vite dans tous les sens, pour lesquels les bases de données sont pas toujours folles et voilà. Alors, d'un côté, c'est chouette parce qu'on peut littéralement tout faire avec, si on le souhaite. D'un autre côté, on est tout le temps en train un peu de le tordre, de le triturer, de le remanier, de le repenser, de le faire évoluer. Je passe plus de temps à le peaufiner qu'à vraiment travailler dedans, presque. Quand on essaye de penser un peu au système, parfait et qu'on essaye de trop anticiper le système qu'on aimerait, on se retrouve à partir dans, de l'usine à gaz. L'outil le permet donc pourquoi pas le faire? Et c'est vrai que là, tu essayes de définir Notion, mais je vois déjà quand j'avais commencé à l'utiliser il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était déjà tellement compliqué de définir ce que c'était Notion, mais là, aujourd'hui, comment est-ce que tu peux définir un tel outil? Même, là, plus récemment avec, Notion Dev qu'ils ont annoncé. Alors après, là, ils ont l'air d'avoir pris vraiment le virage agentique, et peut-être que Notion Dev, est un peu là pour contrebalancer les coûts un peu exorbitants des agents, je pense.
Se dire, bon, bah, on peut faire tourner des scripts quand l'IA est pas nécessaire ou, quand un agent, c'est un peu overkill par rapport à la tâche qu'on veut faire. Mais là où j'aimais bien Notion avant et qui permettait vraiment de penser la structure de ces données, là, avec la surcouche d'IA qu'ils ont mis, c'est presque bah, c'est pas grave si c'est en bordel, l'IA m'aidera à retrouver l'information et à la structurer pour moi et va créer d'autant plus de pages, dedans qui fait qu'après on sait même plus ce qu'on a et c'était un peu paralysant. Surtout qu'en plus, au niveau enfin, ça reste un écosystème qui est quand même assez fermé, Notion, on peut pas exporter comme on veut. Alors, oui, écosystème fermé, mais quelque part Microsoft et Google le Oui, oui, sont oui. aussi. Mais en revanche qui s'intègre relativement bien parce qu'aujourd'hui Notion est devenu un si gros outil que tu as des connecteurs natifs dans la plupart des autres logiciels. Ce qui le rend quand même assez flexible d'ailleurs. C'est aussi pour ça que enfin voilà, qu'ils avaient déjà passé les 100 millions d'utilisateurs il y a 2 Mmh ans, mh. 1 an et demi, 2 ans et qui sont si gros. C'est qu'aujourd'hui, ouais, ils sont vraiment implantés, ils ont leur place sur le marché et tu trouves un connecteur Notion dans tout ce que tu utilises. Mais ouais, je te rejoins sur les problématiques et surtout, alors moi, les 2 trucs qui m'ont le plus gavé à la fin et qui m'ont vraiment poussé à partir, c'était le fait que l'outil ramait, Pareil. vraiment de plus en plus. Ça devenait vraiment pénible et même sur un petit workspace parce que du coup, j'avais un deuxième espace en fait pour mes archives et le premier du coup, je l'avais déjà nettoyé plusieurs fois parce que je l'avais réaménagé plusieurs fois, donc en termes de volume et de quantité, il était pas immense. Il était en termes de base de données qui était normalement pas trop déconnante, mais avec ce système d'imbrication et juste l'outil de base, je pense, parce que j'ai vu pas mal de gens se plaindre de la lenteur et c'est vrai que c'était devenu assez cata et l'autre point, c'était l'aspect IA qui m'avait donné, enfin qui m'avait poussé justement à m'en servir davantage, à l'envisager côté pro aussi, de d'avoir cette IA qui est tout intégrée à ton système et on en a parlé dans d'autres épisodes. Le côté chouette, c'était de se dire: «Bah, en fait, OK, là, mon assistant, il est paramétré comme je veux. J'ai une page pour le paramétrer, donc c'est facile de lui donner un peu les lignes de conduite et comment je veux qu'il se comporte. Et en même temps, s'il a besoin d'accéder à des infos que j'ai dans un autre projet, bah, il peut aller le faire directement. Alors que dans un projet, enfin dans Claude ou dans un ChatGPT ou comme ça, comment dire? Vous allez créer des silos de contenu et de contexte et si vous avez besoin d'en sortir, bah, voilà, faut le rajouter à la mano ou alors le faire aller chercher par une intégration. C'est pas toujours commode et donc ça, c'était un peu la promesse aussi qu'il y avait dans Notion de se dire: «Bah, il a accès à tout. De base, il va chercher que dans ce qui m'intéresse, mais si j'ai besoin, il peut aller ailleurs» et dans la pratique, chez moi, ça a été assez, comment dire? Ça a pas mal décliné au fil des mois. Au début, ça marchait bien et plus j'ai poussé le truc et plus, en fait, j'avais des résultats qui étaient pas satisfaisants du tout et voilà, donc c'était vraiment, en tout cas, moi, les 2 trucs qui ont achevé un peu le qui m'ont vraiment poussé vers la sortie à la fin, c'est le fait que ça rame et cette IA qui était devenue vraiment moins bonne que du Claude tout seul, par exemple, quoi. Je sais pas si tu avais eu un coup de massue final toi sur Notion? Ah, le fait que ça rame, complètement, c'était devenu inutilisable. Moi, j'aimais bien définir Notion un peu comme un voilà, pour les personnes qui ne connaissaient pas, un peu comme un bloc-notes sous stéroïdes. Voilà, tu pars de ta page blanche et après tout est bloc. Mais juste ouvrir l'outil et aller prendre des notes, c'était déjà même plus possible pour moi, donc je me retrouvais à ouvrir, des petits bloc-notes à côté, donc je me dis: «Mais même si mon outil de prise de notes, je m'en sers plus parce que c'est trop lent, c'est qu'il y a peut-être un problème» et alors après, je sais pas si c'est parce qu'on était tous les 2 sous Windows et que Mac est peut-être un peu plus privilégié pour, l'application Notion, mais honnêtement, c'était devenu vraiment trop agaçant et je sais que c'était quelque chose qui était pas mal dit dans le reste de la communauté aussi. Voilà, ça fait réfléchir et on se de c'est le moment là où on se redemande: «Ouais, alternative à Notion?» On avait déjà regardé il y a 2 3 ans et c'est là qu'on ressort un peu les recherches sur Reddit, ce qui ressort et Ouais, alors c'est là qu'effectivement des alternatives et c'est un peu la problématique, c'est que moi ça fait longtemps que j'avais envie de lâcher Notion pour aller sur quelque chose justement d'européen et qui sorte, déjà évoqué, plein de fois ici sur le fait qu'on essaye de sortir des outils américains autant que possible et de revenir davantage vers du local dans la mesure du possible. Alors local, chez l'européenne, on parle d'outils numériques donc c'est quand même un peu gros mais
Mais des alternatives, en fait, il y en a à la fois énormément et en même temps aucune. Énormément puisque on a plein de Notion-like qui vont copier certaines fonctionnalités, les adapter à leur sauce et ça, on va en avoir à la pelle et beaucoup qui sont juste du côté bloc-notes un petit peu augmenté et aucune dans le sens où, bah, c'est devenu un tel, justement une telle usine à gaz, un tel monstre en termes de d'app que c'est impossible de retrouver autant de fonctionnalités et surtout la partie, on va dire le mélange entre la documentation, le côté bloc-notes et la partie, vraiment, base de données. Et là-dessus, c'est là qu'à force de chercher et itérer, j'étais retombé sur Fibery que j'avais vu il y a des années et qui m'avait pas convaincu il y a des années et qui est pour le coup un Notion européen. Voilà, bon, j'en avais déjà parlé un petit peu dans des épisodes précédents. Fibery, du coup, je l'ai utilisé pendant pas mal de semaines, enfin même quelques mois au final. Ouais, je crois que j'ai Mmh. utilisé 2-3 mois. Là, j'ai encore quelques trucs dessus, même si je m'en sers pas là activement et ce qui m'a vraiment plu dans cet outil-là et quelque part, c'est ce que je recommanderais en réalité à du pro qui a envie de quitter Notion, mais qui veut rester dans quelque chose de solide, c'est d'aller dessus parce qu'ils sont bien meilleurs sur les bases de données. Ce qui pour moi est la principale force et le principal intérêt de Notion. Le fait d'avoir ces bases de données qu'on va pouvoir lier et qu'à chaque fois on va rentrer dans des pages. Et sauf que là, déjà, on va pouvoir mettre en place, une option, par exemple, sur l'espace complet pour ne pas pouvoir avoir des pages dans des pages. Et rien que ce verrou, en fait, évite de se retrouver avec un bordel sans nom quand on bosse et de structurer, bien, entre guillemets, son espace. Et ouais, les bases de données, les formules sont plus puissantes, les automatisations sont plus poussées. Enfin, en fait, dans la partie technique, globalement, Fibery, de ce que j'en ai vu, va quand même, carrément plus loin que Notion sur plein de sujets. Mais leur intégration de l'IA est pas du tout la même puisque eux ont le parti pris de se dire: «Bah, en fait, l'IA, ceux qui la feront le mieux, ce sont directement les fournisseurs d'IA, donc votre Claude, votre ChatGPT, votre Gemini et on va tout faire pour se connecter au mieux à ces outils. Nous, on en propose nativement, mais elle est limitée en nombre de réponses et en fonctionnalités» et voilà, donc parti pris très différent de Notion et aujourd'hui, encore une fois, c'est ce que je conseillerais à voilà, une petite boîte ou une grosse boîte qui a envie de rester dans un truc proche de Notion, mais qui veut de l'européen et qui veut quelque chose qui est costaud et qui est vraiment bien pensé en termes de structuration de l'information. Fibery, et même alors j'avais juste regardé parce que moi je l'utilise en solo, mais j'ai regardé un peu même la gestion des droits, donc des choses qui sont importantes côté boîte. Ça va très, très loin, quoi. Donc non, un excellent outil, mais qui est juste, complètement surdimensionné pour mes besoins. Et d'ailleurs, quand moi j'étais passé sur Fibery, je sais que toi en parallèle, tu étais déjà passé sur Obsidian, dont Oui. tu nous as déjà pas mal parlé. Justement parce que toi, ce que tu aimais bien, c'était, vraiment le fait d'aller sur du fichier qu'on appelle à plat et d'aller sur quelque chose de plus simple, plus orienté, bloc-notes et en plus après ouais d'ailleurs, petite question là sur Obsidian depuis la dernière fois où on en a parlé. Est-ce que tu avais joué avec d'autres extensions? Est-ce que tu avais rajouté d'autres, J'avoue que j'ai plus ou moins juste mis mon alors là, c'est une extension, mais c'est l'intégration Readwise où voilà, j'ai toutes mes pages et tout ce que je consomme, toutes les parties que j'ai sélectionnées qui vont arriver dedans, que ça soit les livres, les podcasts, et cetera et c'est dans un dossier à part. pardon, je veux bien que tu nous en juste que tu nous redises en 2 mots ce qu'est Readwise et pourquoi tu t'en sers? Alors je sais qu'on s'était Heu, dit qu'on fera un épisode exprès sur la veille, mais là, c'est juste pour remettre un peu en contexte parce que je crois que le mot passe régulièrement et qu'on l'a jamais vraiment expliqué. ouais, bah, comment dire? C'est un outil, qui est pas très jeune, je crois que ça fait quand même, ça fait facilement une dizaine d'années qu'il existe. Je l'avais déjà testé il y a un petit bout de temps et j'y suis revenue là plus récemment parce que je me suis remise à lire sur, enfin sur une liseuse, enfin sur une Kindle et il y a justement une intégration pour que quand on surligne des passages dans un livre sur la Kindle, ça soit directement envoyé sur Readwise. Après je sais qu'il y a d'autres alternatives, mais j'aimais bien, la boîte et c'est eux qui ont peut-être le plus d'intégration et en gros ça va
agencer tous les, toutes les notes qu'on va que je vais récupérer. Alors ça peut être des articles web où à chaque fois, bah, je peux surligner, ils ont des extensions Chrome, ce genre de choses et ils ont aussi une intégration à Snipped, donc ça, c'est l'appli de podcast, que j'utilise et qui me permet de faire des snips, dans un épisode et en gros, l'épisode, il est processé en IA, et il va comment dire? Il va y avoir toute la partie texte on peut lire en même temps et dès qu'on va cliquer sur snip, ça va faire une petite, note des 15 secondes qui entourent le moment où on a cliqué et ça va Ouais, faire un c'est un petit petit résumé. extrait. Ouais, c'est ça et cet extrait, enfin voilà, ça va générer un résumé de texte et là, ça part dans ma page, podcast, sur Readwise. En soi, je pourrais juste me servir de Readwise, j'ai pas besoin d'intégrer ailleurs, mais j'aimais bien l'idée. Alors, dans Readwise, il y a aussi ils ont développé un autre produit et je crois qu'ils essayent de fusionner les 2, mais bon, c'est toujours compliqué de fusionner, 2 apps. Ils ont développé Reader et là, c'est vraiment une, read it later app où on envoie, tout ce qu'on veut lire et qu'on oublie et qu'on lit pas forcément et moi, j'aimais bien cette idée de balancer des choses qui m'intéressent tout en sachant que je les lirai pas forcément, mais en même temps, ça va pas aller polluer ma base de d'informations ou de connaissances avec, juste des choses que je vais des URL, sur lesquelles je vais pas forcément repasser parce que, je vais avoir un intérêt spécifique à un moment, je vais lire plein d'articles dessus et voilà, ça reste dans cet espace un peu tampon et comme ça, je sais que ce qui arrive dans ma base d'informations et de connaissances, donc là, c'était Obsidian, avant c'était Notion. Il faudra que je vois avec Anytype si ça passe. Mais, je sais que ce qui arrive dedans, je l'ai lu, je l'ai écouté. J'ai sélectionné à un moment et je me suis dit que ça serait intéressant que ça arrive et l'idée, c'est d'utiliser après cette matière un peu brute pour, écrire, développer moi ma pensée, faire des liens entre les choses, mais réécrire des notes par-dessus. Donc, pour préparer les podcasts aussi. Donc voilà, c'est super bien intégré à Obsidian. Sinon après Obsidian, c'est surtout je sais que c'est ce qui t'a pas trop plu, que ça soit très austère quand tu arrives dessus, c'est brut. Ouais, alors ouais, brut, c'est le cas de le dire. C'est vrai que justement, bah, vu que tu en avais pas mal parlé et que j'utilise aussi, Claude Code et donc le format en tout cas des fichiers dont quand on parle de fichiers à plat, c'est vraiment les fichiers que vous avez directement dans votre ordinateur qui sont pas stockés justement dans un drive, dans un autre logiciel, c'est ceux que vous avez sous la main et Obsidian, en fait, tous les documents que vous allez créer sont des fichiers comme ça à plat que vous pouvez ouvrir potentiellement séparément et donc en termes de code, c'est pratique parce que ça permet de le mettre dans un dossier où vous allez avoir aussi d'autres éléments de code et cetera, de les donner à disposition de l'IA. Et donc j'avais testé justement sur un samedi là de me faire une petite, d'utiliser Claude Code pour faire une migration de Firebird vers Obsidian. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous changez d'outil, il y a plusieurs choses à prendre en compte. On peut pas juste prendre les données et faire un export et le balancer de l'autre côté, même quand les outils permettent de le faire, parce qu'Obsidian permet de faire un import par exemple depuis Notion, Anytype aussi typiquement, Anytype dont on va reparler juste après et en fait chaque outil a sa propre logique. Sa façon de structurer un peu l'information et la donnée et du coup, pour en tirer parti, il faut repenser toujours à chaque fois un petit peu son système d'information et sa gestion de la connaissance et du coup, donc de Notion à Fibery, il y avait déjà eu des adaptations pour avoir quelque chose qui corresponde et qui soit mieux, et de Fibery vers Obsidian, en fait, j'avais envie d'essayer, mais j'avais pas envie d'y passer, encore des semaines à migrer les choses petit à petit, à le faire à la mano, à me prendre la tête, parce que ça implique de comprendre la logique du nouvel outil, ce qui est pas toujours évident. Donc j'avais utilisé Claude Code pour, Claude Code et Claude sans code, je crois d'ailleurs, pour dégrossir au début un petit peu la structure de données, la logique d'Obsidian, en fait, comprendre un peu comment il était pensé et à partir de là, ouais, j'avais utilisé Claude Code pour que, en gros, par API, il puisse discuter avec mon Fibery, comprendre la structure. Après, j'avais fait un export complet depuis Fibery pour avoir tous mes documents, justement tout mon contenu à plat que j'avais mis dans un dossier
et à partir de là, j'ai bossé avec l'IA du coup pour aller, exploiter ça et le réinjecter dans Obsidian tout en créant une nouvelle structure de données adaptée à Obsidian en même temps. Alors c'est très chouette parce que ça m'a permis de le faire en quelques heures alors que ça m'aurait pris des jours en temps normal. Mais une fois que je me suis retrouvé avec mon Obsidian qui marchait et mes contenus dedans, c'était affreux. J'avais l'impression de revenir dans les années 90 avec une hiérarchie de fichiers façon Windows 95 et de naviguer là dans une arborescence, infâme, et j'ai absolument détesté l'expérience utilisateur. Donc tu m'avais dit que c'était un peu austère et effectivement après en allant voir et lire, j'ai bien compris qu'en gros une des forces d'Obsidian, c'était de l'utiliser avec des extensions et des plugins. Mais du coup, si l'outil de base, il me va pas du tout et que je suis obligé de le bricoler, de le bitouiller dans tous les sens pour avoir quelque chose d'acceptable, ça me va pas en termes de philosophie d'outil et en termes de juste, prise en main et voir si ça me va. Surtout qu'autant je vois l'intérêt de des fichiers à plat, autant, aujourd'hui, j'arrive à très bien bosser, sans ça. En ayant une logique de développement d'un côté ou, d'un autre côté justement utiliser des outils comme Fibery, comme Notion, comme Anytype, dont on va parler juste après. Enfin, voilà. Et du coup, donc Obsidian, j'ai pas du tout adhéré, j'ai pas réussi. Et donc j'ai décidé de faire la même migration de Fibery vers Anytype. Anytype qui est un outil, alors qui est une autre alternative à Notion, que j'utilisais pas mal l'an dernier, mais en tant que bloc-notes très simple, justement parce que j'avais un peu de mal à rentrer dans leur logique de données à eux, de fonctionnement. Et du coup, j'en avais fait un usage assez limité, mais en vrai qui m'a servi pas mal de mois parce que, juste pour écrire, je trouve ça, très fluide et très simple et très réactif. Et Anytype, pour vous le présenter, rapidement, donc c'est une alternative à Notion qui est suisse, qui est open source, qui est orientée, vie privée, en fait, et confidentialité avec un système aussi de cryptage, en quelque sorte, des données. Que En fait, des c'est un mots peu la doux même pour les logique. oreilles, Et de quoi? que des mots doux pour les oreilles. Oui. Mais c'est vraiment un peu la même logique que Proton, mais sur une alternative à Notion, et ils ont même le concept qui va un peu plus loin, c'est-à-dire que même sur la partie synchronisation, vous avez 2 approches possibles. Soit vous pouvez, hem, en gros avoir, par exemple, Anytype sur votre ordi et sur votre téléphone et passer par un cloud, à eux, qui est suisse, mais qui reste crypté aussi et sécurisé. Hem, Soit carrément, vous pouvez ne pas utiliser leur cloud à eux et juste en fait, pardon, faire votre synchro entre, machines sur votre réseau, globalement. Dès que vous en avez 2 qui sont ensemble, elles peuvent communiquer, elles vont pouvoir justement se synchroniser l'une l'autre. C'est hyper léger et ça fonctionne aussi en ce qu'on a donc à chaque fois on parle de local first puisqu'en fait, ça veut dire que ça ne fonctionne que sur votre machine de base et donc tout ce que vous allez pouvoir écrire et utiliser est, très réactif puisque, en fait, c'est stocké littéralement dans votre ordinateur ou dans votre téléphone et ça voilà, ça marche super bien et quand je parle là de cryptage et de tout ça, c'est qu'en fait, au même titre que Proton, globalement, quand vous arrivez sur votre Anytape la première fois, vous avez un mot de passe à saisir. Vous avez, ce qu'on appelle une passphrase, donc une phrase de récupération à conserver précieusement, comme pour un gestionnaire de mots de passe. Et en gros, si un jour vous perdez votre mot de passe, votre seul moyen de récupérer l'accès, c'est à travers cette passphrase. Mais en fait, si jamais vous perdez ces 2 là, votre contenu, vous pouvez y dire au revoir, puisqu'en fait, même Anytype n'est pas en mesure de décrypter vos données. Au même titre que Proton n'est pas en mesure, normalement, de décrypter ce qu'il y a sur votre drive, sur vos mails, et cetera, puisque c'est pareil, c'est crypté. Donc, et vous avez pas de l'IA qui court dessus, enfin là, nativement, Anytype n'a pas d'IA. Mais, voilà, donc sur papier, il y a tout ce que je voulais. Comme je le disais l'an dernier, ça je l'avais un peu lâché pour aller sur du Notion, à plein temps puisqu'en fait Anytype est quand même beaucoup plus léger, hein. N'en attendez pas un Notion, c'est pas le cas. Il y a des Mais il formules dépense. dedans? Parce que j'en ai pas vu. Non, en fait, tu as Ouais, accès à tout dans tous les cas, que ce soit en gratuit ou en payant, mais c'est juste que ouais. les abonnements payants, ils vont te donner plus d'espace de stockage sur, tes différents, Ah non, je parlais coffres-forts. des formules dans les bases de données. Parce que je Ah! sais que c'est Pardon. quelque chose qui peut enfin, après je me dis: «Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour, de l'usage perso?» Mais, j'en ai pas forcément vu. Alors je sais qu'il y a
possibilité de filtre et ce genre de choses qui est assez puissante et c'est tellement fluide par rapport à Notion. C'est Ouais, sûr que mais ça fait je du en bien fait, ça. je t'avouerais que les formules, moi, en solo, je m'en servais déjà, très peu, en réalité. Enfin, je veux dire, dans les outils comme Notion et comme Fibery. J'en ai une de temps en temps, mais dans mes besoins, mais en fait, avec mes bases de données structurées, j'avais pas forcément le besoin et enfin, je privilégiais plutôt les relations ou éventuellement des lookups, tu vois, que des formules, en question. Oui, oui, oui. Du coup, je saurais même pas te dire, en fait, s'il y en a de base dans AnyType. J'en ai pas eu le besoin moi, je même pas creusé. Mais en revanche, bah, tu as quand même ce système de propriété, tu as un système de relation qui est différent et voilà, donc juste c'est, très, très light par rapport à du Notion, c'est pas le même but, mais il y a quand même une dimension aussi qui enfin, eux ont une volonté vraiment d'aller, vers un outil comme ça qui puisse fonctionner vraiment dans une boîte et en équipe. Parce que dedans, ils ont intégré un genre de Slack, enfin d'outil de communication en fait, allégé. Donc vous avez sur les pages, comme vous avez sur Notion et cetera, le fait de pouvoir mettre des commentaires, mais vous avez aussi le fait de pouvoir créer des canaux pardon, de discussion, vraiment de conversation. Chose qu'on n'a pas qu'on n'a pas d'ailleurs dans un Notion, qu'on n'a pas dans un Fibery non plus et en fait qui peut être très pratique dans un contexte de boîte et justement, j'aimerais bien aussi que tu m'en parles toi de Anytype, de comment tu l'as pris en main puisque, pour J'ai été un redonner le peu contexte forcée. Tu m'as alors dit: «Maintenant on passe par ça pour collaborer» oui. et même pas de compte. À ma grande surprise, je suis arrivée sur l'espace partagé, j'ai pu y accéder et j'ai pas de compte. Donc c'est un peu marrant. Faudra que j'en fasse un quand même à l'occasion parce que bon, voilà, j'avoue que j'aime bien. C'est quand même assez cool à utiliser et c'était assez intuitif, même par rapport à du presque plus que du Notion, étonnamment. Il a fallu, voilà, que je retrouve un peu comment, faire des vues et ce genre de choses, mais c'est super fluide et c'est vrai qu'on a commencé basique, hein, à faire une page, un peu par projet et après une des choses qui est assez bien dedans, c'est le fait de pouvoir faire des collections. Alors, c'est je sais pas trop si je vais réussir à expliquer, mais enfin, il y a aussi une, logique, de type et d'objet et on peut créer autant de types qu'on veut. Oui, pour, oh, juste pour clarifier ça justement avant que tu continues. En fait, dans Anytype, tout est objet, globalement. Donc, enfin, tout votre produit final est un objet, et justement cet objet, on va le catégoriser à travers des types. Donc en gros, vous allez vous faire un type, par exemple un pro oui, pardon. Le projet est un type, les tâches sont un autre type, les notes sont un autre type. Vous avez un type image, un type, audio, un type justement, conversation. Vous pouvez vous créer comme ça des types que vous voulez et en fait chaque type va contenir des objets et au-dessus de ça, vous allez pouvoir faire 2 choses. Vous allez pouvoir faire soit des collections, soit je crois qu'ils appellent ça des queries, il me semble. Donc en gros, Ouais, une collection, ça va être l'équivalent d'un dossier. Vous allez pouvoir vous mettre, plein d'objets de différents types dedans et les queries, ça va plutôt être pour un filtrage dynamique selon, certains critères. Voilà, pour faire très très bref et très résumé, sachant qu'en plus, ils sont en train de réfléchir à comment simplifier ça pour les nouveaux utilisateurs et voilà, ça va arriver courant d'année. C'est en discussion sur le forum depuis un petit moment là, de comment faciliter encore plus la compréhension de cette logique de type et d'objet et de collection et voilà. Pardon, je te laisse reprendre. non, bah, je sais même pas si c'est vraiment dans les bonnes pratiques comment j'ai pris en main. Je suis allée un petit peu par tâtonnement. Après, on est plus ou moins toujours dans la même logique. On a des types, enfin, par exemple, des types pages, on va avoir des types tâches, donc après, c'est de faire un type projet et de faire des relations entre toutes ces choses et ensuite, il y a effectivement les queries parce que je cherchais dans une page, par exemple dans ma page projet, à faire des vues sur différents objets et forcément, on peut pas filtrer tant que c'est pas, relié à une même entité, enfin,
projet en l'occurrence. Mais maintenant que tu le dis, je me dis que j'aurais peut-être pu faire une collection pour le projet, mais ça me semblait plus pertinent de faire une relation à un type projet. Je pense que les deux fonctionnent. En tout cas, la finalité, c'était de pouvoir filtrer sur ce projet et avoir que ce qui concerne, le projet et après on retrouve, toutes les mécaniques de filtre, bah, voilà, les tâches en cours, enfin ce qui est archivé, vraiment comme à la Notion et c'est vrai que là, ça m'a pas dérouté du tout et c'est plus ou moins présenté de la même manière en tout cas. Enfin, il y a différentes vues, il y a des vues galeries, des vues listes, vues Kanban. J'ai pas trop joué avec la vue graphe, parce que c'est ce qui me plaît et qui me fait dire: «OK, alors Obsidian, j'ai tenté, c'est bien, mais Anytype, c'est quand même cool et en plus une vue graphe». Parce que j'aime bien avoir, un peu une vue, visuelle de comment tous mes éléments sont reliés entre eux et il y a quand même aussi cette logique de rétrolien dedans. Et pareil, ça, j'ai pas encore trop exploré. Là, je suis repartie plus de la logique, à la Notion et base de données relationnelle pour avoir une structure qui est comme on l'apprend et peut-être après voir dedans comment faire connecter, enfin connecter d'autres choses et plutôt que de relier à la main et faire des, relations dans les bases de données, pourquoi pas les rétroliens et dans tous les cas, effectivement, ça fait une propriété qui va lister les backlinks en anglais. Bah, ça, c'est vrai que c'est quand même très pratique, c'est-à-dire que, ouais, pour lier globalement un objet à d'autres objets, on n'est pas obligé d'avoir une propriété qui est là exprès pour faire les relations. On peut tout simplement, dans la page, rajouter un lien vers une autre page et ça va s'ajouter dans ce fameux backlink là, donc dans cette propriété qui est là exprès pour tous les liens et du coup, je trouve, à l'usage, ça fluidifie quand même beaucoup le parcours parce que, bah, il y a des choses qui sont propriétés, naturelles, en relation naturelle, comme tu l'as dit, par exemple, un projet. Donc là, ce qu'on crée, sur certaines pages et cetera, sont toutes liées à ce projet. Mais typiquement, dans une page, on peut faire le lien avec plein de choses qui peuvent être, des favoris, des notes, enfin bref, d'autres choses et on va retrouver tout ça directement à travers la petite propriété backlink, juste en les ayant balancés un peu à l'arrache dans la page. Ça, j'avoue, moi j'aime bien. Ça fait partie des trucs qui me C'est ça et même, par exemple, moi, il y a un type bookmark, donc c'est comment on pourrait traduire ça? Enfin, une épingle? Enfin, en ouais, français. un genre de favori, enfin c'est pas Ouais, vraiment c'est un ça, un favori, mais contenu, enfin, un peu comme, marque-page peut-être, ouais, c'est la traduction littérale, mais c'est par exemple, on voit un contenu sur internet, enfin, une URL et puis on la prend et ça c'est un peu en mode, à lire plus tard, comme, dans Readwise. Et là, ce qui est cool, c'est que si on met un lien dans une page, on peut choisir justement de directement l'intégrer en tant que bookmark et ça va se mettre tout de suite dans le type bookmark. Donc si à un moment on veut avoir une vue sur tous les liens qu'on a choisi de mettre en bookmark, ben, on peut les voir et ça, j'avoue que c'est quand même super cool et même, là, dans les vues que j'ai fait, il y a justement ces vues sur ces bookmarks, qui sont filtrées sur le projet et là, quand on ajoute juste un lien, ça se met directement dedans, mais après si on veut une vue générale, il y a juste à aller sur le type bookmark et j'aime bien hem, c'est quelque chose, je pense qu'il y avait un peu dans Obsidian où chaque entrée était un peu une page, mais là, par exemple, si on clique sur le type page, bah, on voit vraiment toutes nos pages et ça peut permettre vraiment d'avoir une vue d'ensemble sans forcément tout devoir remettre à plat et voilà, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. oui, tu fais bien de le noter parce qu'effectivement, on va pouvoir faire des vues par type, plus les vues par collection ou les vues par query ou la vue dans un projet, donc ouais, c'est assez, là-dessus, c'est assez flexible. Voilà, bon, on verra comment, à l'usage, comment ça dure. C'est vrai que nous, on s'en sert du coup pour notamment pour le dernier clic, mais après pour d'autres, voilà, d'autres contenus et d'autres choses qu'on échange et qu'on partage. Parce que maintenant, pour le podcast en lui-même, on a notre portail dédié. Mais on met les tickets sur, Oui, sur les tickets Anytype. d'évolution justement, de correctifs de bugs ou d'évolution de la C'est ça plateforme, on les crée directement et sur Anytype. puis faire un template aussi, où il y a bien, bon, bah, les différentes parties que tu demandes, quand je vois un bug, là j'en ai mis un d'ailleurs. Enfin, c'était pas un bug, c'est juste, pour que les pastilles, elles soient pas de la même couleur. Je sais pas si tu as vu, mais enfin, je t'ai pas Non, pingé je l'ai dessus pas parce vu. que c'est C'est totalement, typiquement
Typiquement Lulu, ça comme demande. J'ai marqué: «Alors c'est pas un bug, mais ça peut être cool si on voit d'un coup d'œil, qui doit faire quoi sur le portail». Mais voilà, c'est sympa de, au début, on s'était dit de par exemple pour la partie ticket, de faire, ça dans une page, mais je me suis dit: «Bon, bah, allez, je m'amuse et puis, je vais créer un type ticket et je me fais un template, ticket et sur la vue qui est dans la partie projet du dernier clic, bah, il est quand je vais en ouvrir un, il sera directement, associé à ce projet-là. Donc ça, quand tu arrives, tu peux voir d'un coup d'œil, tout ce que j'aurais repéré et que j'aurais cassé. Ouais, j'ai pas regardé, je me suis gardé t sous le coude, mais bon, ouais, donc tout ça pour dire que Anytype pour l'in enfin, c'est très chouette et j'avoue que je suis content, en tout cas personnellement, d'y être revenu et que là, justement, pour ma partie, rédaction et contenu et là pour no enfin, voilà, quand on collabore sur différents sujets, bah, ça fait très bien le taf. On verra Pouvoir mettre des dans commentaires, enfin des commentaires qui sont liés à une page ou juste pouvoir faire des discussions en rapport avec un sujet. Enfin, ça me manque clairement à Notion et on peut attacher, bon, bah, les pièces jointes qu'on veut et c'est encore différent des commentaires, vraiment à la Notion. Parce que là, même, c'est amusant parce qu'on peut vraiment sélectionner une partie, enfin, par exemple, du document qu'on veut commenter et ça va nous faire une petite quote et quand on reclique sur la quote, ça ramène, directement au bon endroit sur le document, si ouais, jamais. mais je crois que c'était comme ça dans Notion aussi, hein, il me Ah semble. peut-être, mais les commentaires dans Notion, c'est un peu le bazar. Enfin, Oui, ils ont beaucoup évolué, hein. Je les ai utilisés à plusieurs époques et on mmh. s'en servait pas mal justement, quand j'étais chez Google. C'est après bon, des commentaires, ça reste toujours pas non plus idéal, je trouve pour de la collaboration, Bah, là, j'ai mais ça fait l'impression le que c'est taf. plus de la discussion, enfin, c'est moins en format Oui, commentaire et enfin, en tout cas, c'est plus agréable à utiliser. Enfin, même au niveau de la, quand on est sur la page, on voit directement, enfin, il y a une petite bulle pour dire, s'il y a un commentaire sur cette page et en descendant, on les voit. Donc non, en termes d'expérience utilisateur, je trouve ça très, très bien et je l'ai pris assez vite en main, à ma grande surprise et j'ai eu envie de le structurer un peu et de me l'approprier, chose que j'aurais pas vraiment fait dans d'autres outils où je collabore avec quelqu'un. Donc j'imagine que c'est plutôt un point positif oui. et je vais créer un compte. Et oui, je te le recommande vivement parce que c'est vrai que là, tu es sur un workspace à moi. Mais je pense que même sans ça, tu dois pouvoir utiliser Anytype, sur ton workspace à toi sans Oui, compte, oui, je j'en ai pense, à la un base. aussi. J'en ai un, voilà, Mais bon, le fait d'avoir un compte te permettra d'avoir une sauvegarde cloud, même en gratuit, sur, je sais plus quelle quantité de données, mais pouvoir regarder sur mon téléphone aussi, ce sera un peu plus pratique. Après, au moins, j'ai pas de souci à oublier, la phrase, secrète et mot de passe et le mail, hein, vu que j'en ai pas. Problème est réglé. oui, mais c'est voilà, ne faites pas ça, s'il vous plaît, les gens. Utilisez des comptes, c'est quand même mieux. Voilà, bon, Anytype, on y reviendra peut-être dans ou probablement d'ailleurs dans de prochains épisodes et j'aimerais aussi qu'on parle, Lulu, même si là, on a déjà passé un petit moment, à parler de un peu tous ces outils, de ton expérience, c'était cette semaine ou semaine dernière là, où tu as créé ton premier skills et j'aimerais bien qu'on en profite aussi justement pour que tu parles un petit peu de la dictée vocale puisque ça fait partie toi de ton process de bosser comme ça en parlant directement avec la dictée vocale. Ce que j'ai essayé, mais pour l'instant j'ai pas réussi à m'en saisir et voilà, je veux bien que tu reviennes un peu sur ce sujet et justement sur ta prise en main des skills. Donc les skills, si jamais je vous renvoie à l'épisode 5, je crois, 7, 5, ça doit être 5 Il me sur semble. les Ouais. briquages antiques de l'IA où, mais en gros, c'est les compétences qu'on peut donner justement à une IA générative et voilà, qui va permettre de mettre en place des process, des méthodes et des choses comme ça qu'elle va pouvoir suivre. Je te laisse me parler un petit peu de tout ça. C'est vrai que j'avais pas avant ressenti le besoin de créer des skills. En tout cas, j'avais été explorer un petit peu la bibliothèque, proposée par, Anthropic dans Claude Code. J'en avais pris quelques-uns, comme ça, mais
J'avais regardé un petit peu aussi sur internet, parce que voilà, même sur GitHub, il y en a beaucoup qui les mettent en accès libre, pour partager. Mais en même temps, ça m'embêtait d'utiliser un skill qui était pas bien adapté à ce que je faisais et je me suis dit: «Bon, bah, plutôt que d'essayer d'en collectionner plein, je vais pas utiliser et quand le besoin se présentera, je le ferai». Et je crois que le premier skill que j'ai fait, c'était pour, auditer ce qui était copywriting. Donc, bon, bah, là, voilà, j'avais, lu beaucoup de, enfin beaucoup, j'ai lu quelques livres à ce sujet, donc, j'ai écouté aussi pas mal de podcasts, j'ai lu des articles. Donc, j'avais un peu tout ça qui dormait dans mon Readwise ou peu importe après où est-ce que c'était redirigé et je me suis servi de ces, citations et tout ce que j'ai un petit peu accumulé pour comme contenu en créant un skill qui me permet d'auditer, en fait, ce que j'écris. Au niveau style et ce genre de choses. Donc pas forcément que le style, mais aussi le contenu et vraiment qui va essayer de challenger un petit peu ce que je dis et de parfois détecter les angles morts ou voir une tournure de phrase qui est un peu faible et c'était assez sympa à créer parce que bon, bah, pour le créer, là, par contre, j'ai utilisé le skill de création de skill, proposé par, Anthropic et après je pense que c'est quelque chose qui est amené à évoluer, mais je m'en suis aussi fait pour, après avoir lu le livre, d'Alexis Kovalenko sur le vibe coding éclairé, pour, essayer de décliner en différents skills chaque étape de la méthode. Notamment, on va dire les étapes un peu les plus importantes parce que, même si on a un bon développement derrière, si l'idée elle est pas bien creusée et que le besoin n'est pas bien défini, bah, sur le code est bien, il est à peu près propre, mais ça sert pas ou ça répond pas à un problème et là alors j'ai une idée de petite app enfin j'ai trop d'idées d'applications, mais là je me suis vraiment lancée et je me suis dit: «Bon, bah, vu finalement l'ambition un peu qu'il y a derrière, je vais essayer de bien cadrer et j'ai lancé un peu chaque skill et ça vient un peu, titiller, ce que bah, tout ce que je pense en me disant: «Ouais, mais c'est bon, là, je sais à peu près comment je vais faire, je vais passer au développement et ça ira». Et sauf que: «Ah oui, mais non, là, tu décris, beaucoup plus d'utilisateurs finaux alors qu'en final, il faut en sélectionner qu'1 ou 2. Et ah oui, je m'étais pas forcément posé, enfin voilà, ça vient vraiment challenger, tout ça et c'est très stimulant et de se dire: «Ouais, mais en fait, si j'avais pas eu ça, j'aurais attaqué le développement et j'aurais pas vraiment su où j'allais». Donc c'est un super, garde-fou. Toi, je sais que par rapport à la méthode dans le livre, tu as pas tout décliné, chaque étape en skill. Donc là, c'est pour ça, je vais un peu tester et puis on comparera après. Mais oui, j'avais, enfin, en tout cas, j'avais repris la même logique, c'est-à-dire de, donc en gros, dans le traité de vibe coding éclairé d'Alexis Kovalenko, il va présenter justement toute une méthode en plusieurs phases avant de mettre la tête dans les outils. Donc vraiment la partie cadrage métier, identification des besoins et ce genre de choses. Il va ensuite avoir la phase d'après qui va être, bah, comment ça se passe en fait quand on développe et au moment du développement et après de penser à des, aux phases de test et voilà comment, itérer et développer correctement et après une autre phase sur la partie, mise en production et justement je me suis appuyé dessus mais j'ai été, en gros je me suis servi de notre projet enfin du portail qu'on avait besoin de nous pour le dernier clic, pour éprouver cette méthode, la challenger et la malmener aussi un petit peu en allant, justement modifier des choses par rapport à ce que j'avais fait moi dans des développements précédents et dans des expériences précédentes, pardon, de cadrage enfin de gestion de projet et de développement d'app, d'IA notamment. Et voilà, j'ai fait un espèce de mélange de tout ça et en même temps, justement, je confrontais la méthode au fur et à mesure de, bah, du coup, de ce que je rédigeais. Donc toute la partie, qu'on appelle spec pour les spécifications, donc vraiment toute la partie cadrage projet, du départ. Avec aussi donc il y a des choses que j'ai pas transformées en skills parce que pour moi ça en était pas, c'était des bonnes pratiques et des logiques de fonctionnement. Il y a d'autres choses, enfin j'ai rajouté des skills particuliers, un de confrontation notamment,
puisque en parallèle, je t'avais déjà donné un premier jet. Tu avais fait la maquette, visuelle justement de notre portail designé à Avec partir quelques de juste libertés aussi. oui, ah Voilà, ben, mais d'où du la coup voilà, tu confrontation. avais, exactement. Tu avais un 1er jet justement sur les fonctionnalités. Tu avais été en rajouter toi dans la maquette, parce qu'il y avait des choses que tu avais envie d'ajouter, que tu voulais voir et entre temps, moi j'étais reparti de 0 pour refaire le portail selon ce qui me semblait être la bonne chose et je l'ai confronté à ta maquette pour, prendre un petit peu le meilleur des 2 mondes et identifier les choses qui me manquaient, qui étaient pertinentes ou pas. En chose qui nous a probablement fait dériver parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que j'avais quand même une app qui était alors pas surdimensionné parce que derrière tout ce qu'on a mis dedans est pertinent, utile et c'est quelque chose qui serait arrivé, de toute façon à un moment, en V2 ou V3. Mais c'est vrai que pour une V1, elle était probablement un peu trop chargée. Mais c'est pas grave, c'était quand même un chouette, justement un chouette challenge pour cette app-là. Et tout ça pour dire que voilà, que du coup j'ai rajouté une partie confrontation et j'ai rajouté également toute une partie, audit, supplémentaire puisque, bah, en gros, j'ai fait toutes les phases. Après, j'ai confronté à ce que tu avais. À partir de là, j'ai remanié le travail et ensuite, j'ai fait un petit audit de tout avant d'attaquer le dev. Entre temps, j'ai aussi fait un carnet de recettage. Enfin, concrètement, quand j'ai attaqué le développement, j'avais vraiment tout mon sentier, mon chemin qui était balisé, toutes mes ce qu'on appelle les user stories, donc comment dire simplement? Toutes les fonctionnalités en fait, dont on a besoin dans l'application qui étaient déjà calibrées en fonction de qui doit faire quoi, les critères pour que ce soit accepté comme disant que la fonctionnalité va marcher et associer tout un scénario de test pour chaque demande et chaque besoin avec, enfin plusieurs, scénarios de test et du coup, j'avais de quoi en fait mettre tout en place progressivement, les fonctionnalités, les tests automatisés sur plusieurs échelles. Je savais exactement où j'allais, dans quel ordre, j'ai du coup pendant le développement, il y a toujours, des moments où on doit ajuster, adapter un petit peu parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais, globalement, voilà, ça m'a quand même permis de développer, toute l'application, avec beaucoup de sérénité et en sachant exactement où j'allais, même s'il y a eu des ajustements sur la partie technique, et au final, métier, pas tant que ça, dans le sens où, il y a un ou 2 trucs en développant, je me suis rendu compte qu'on avait trop complexifié et j'ai, simplifié à un ou 2 endroits. Mais sur, quasiment tout, par rapport à ce qu'on a là en production, on était bon dans le périmètre et dans ce qu'on voulait faire et voilà, donc là, maintenant, je suis sur le peaufinage et notamment les tickets dont tu parlais avant vont servir à aller, améliorer encore tout ça bah, justement sur différentes choses. Genre là, moi, c'est l'éditeur qui me travaille parce que on avait un éditeur de texte assez simpliste dedans et je l'ai enrichi, puis maintenant du coup, il ressemble à un éditeur de mail et ça me saoule. J'ai envie d'en faire, justement un éditeur un peu plus proche d'un Notion ou d'un Anytype, bon, en version très légère, hein, mais où on peut faire juste un petit slash pour avoir les différents raccourcis et où ça se prend en main bien. Mais voilà, et en tout cas, le fait d'avoir des skills et après c'est vrai que sur les skills, on les a pensés différemment puisque toi, tu as fait un skills par étape. Moi, j'ai fait des skills par phase et dans chaque skills, j'ai mis des références, ce qui permet en gros d'avoir des étapes dans l'étape, tout en gardant le déroulé. Mais, mais bon, c'est ça qui est intéressant avec les skills et justement, je suis content que tu en parles là et que tu te les sois appropriés. Parce que globalement, ceux que vous allez, pouvoir prendre sur internet vont toujours être, standards et génériques. Il y en a qui sont très bien, très pertinents. J'en utilise en développement parce qu'ils sont taillés pour certains outils, pour que l'IA elle sache exactement, comment utiliser par exemple voilà, tel outil ou telle bonne pratique pour, des scénarios de tests automatisés. Typiquement, ça évite de faire des allers-retours. Et mais d'un autre côté, du coup, les skills que vous avez vous besoin dans votre utilisation et dans votre logique et tout ça, bah, en fait, soit vous pouvez en prendre un et l'adapter à votre sauce, soit vous pouvez partir de votre besoin de base et justement le créer de toutes pièces et vous l'aménager de toutes pièces. Ce que tu as fait toi typiquement avec ton audit de copywriting là, où tu l'as créé de toutes pièces par rapport à justement ce que tu avais identifié comme élément pertinent et tu t'es fait en fait c'est là où c'est chouette et que c'est fort les skills, c'est que c'est à la fois une méthode, à la fois un process et ça peut être aussi un mélange entre ce que l'IA va nous poser comme question pour avoir l'information
et en même temps les bonnes pratiques et les outils qu'elle va avoir à sa disposition pour faire le travail. Aujourd'hui, c'est quand même, je pense, une des choses les plus importantes en IA générative, les skills à maîtriser pour, justement enfin, ça et le contexte, mais ça permet de tirer parti justement du contexte et d'éviter de mettre dans un projet, des fichiers de méthode dans tous les sens, des choses qu'on va pas pouvoir faire évoluer, remanier. Donc, enfin, on pourrait en parler longuement, mais juste pour terminer sur sur les skills là et sur la manière dont tu as bossé, un petit mot sur la dictée vocale, parce qu'on en parle juste avant l'enregistrement justement de ce podcast, que tu reviennes, vite fait sur ce que tu utilises pour, ta dictée vocale et en quoi ça t'a permis justement de bosser mieux sur ces sujets-là? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup recours à la dictée vocale. Des fois, même sans parler de LLM ou de pour prompter, heu, je trouve ça beaucoup plus, naturel et paradoxalement, ça va me faire aller plus loin parce que je suis pas limitée par la vitesse de l'écrit. Même en tapant sur téléphone, enfin, on a forcément cette, tendance à aller revoir ce qui a été écrit avant pour voir s'il y a pas forcément de répétition, ce genre de choses. Alors que quand je balance une note vocale, je laisse vraiment tout sortir et justement ça me permet aussi d'aller faire des liens avec d'autres choses que j'aurais pas forcément pu faire en étant à l'écrit et en cherchant mes mots. Là, voilà, ça vient, c'est un peu imparfait. Ouais, ça me permet de décharger un petit peu tout ce qu'il y a et comment dire? Même si, par exemple, j'ai beaucoup de, tâches à faire ou plein de choses auxquelles je dois penser, à un moment, il faut que je le sorte et des fois, c'est juste pas possible de juste marquer mes tâches sous forme de bullet point parce qu'il y a plein de choses qui sont imbriquées et c'est pas juste séquentiel et là, pour ça, les LLM sont vraiment pertinents. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide vraiment à restructurer ma pensée derrière et à me dire: «Ah, finalement, c'était beaucoup plus le bazar dans ma tête et structuré comme ça». Hem, ça me paraît plus simple et ça me permet de passer plus facilement à l'action aussi et il y a toute la phase, hem où je vais décrire, par exemple, des processus qui sont assez complexes ou des moments où je veux donner aussi beaucoup de contexte. La dictée vocale, je me sens beaucoup moins, enfermée et là, bon, sur, le téléphone, j'utilisais quelque chose. Enfin, c'est Epiphany, ça marchait plutôt bien. Enfin, il y avait des intégrations, qui te permettaient en un clic, d'envoyer ta transcription là où tu voulais et ça, j'avoue que c'est un beau petit produit. Après sinon même, tout simplement, des fois, c'est juste, de lancer bon, là, c'est encore Notion, mais Notion Meet et je parle toute seule sur, l'outil réunion de Notion et à la fin, ça D'accord. fait des beaux petits points et je me dis: «Ah c'est cool, j'ai pas dit finalement, ça part pas tant dans tous les sens que ça» parce que les LLM sont très forts pour, trouver de la convergence dans des choses qui partent dans tous les sens et des fois juste de reprendre le dessus et enfin, prendre un peu de hauteur et se dire: «Ah oui, il y a quand même, des liens entre tout ça, mais je l'avais pas vu parce que, je pense un peu qu'à deux trois idées à la fois» et c'est compliqué de juste, se poser un petit peu face à tout ça et ça permet de le sortir. Enfin voilà et là, plus récemment, j'ai pu installer sur, le Mac, un LLM en local. Enfin, je sais que c'est beaucoup ce qui se fait chez les utilisateurs de Mac. Enfin, là, pour le coup, j'ai pris Parakit parce que c'est un modèle qui est assez précis et en plus, il marche plutôt bien en français et par-dessus, j'ai une surcouche qui s'appelle Voice Inc et en gros, c'est un peu à la, c'est lequel qui oh, c'est un peu comme les Aqua, les, Flow, Ap non, il y en a un, en ce moment, ils font beaucoup de marketing, qui peut être utilisé sur le téléphone ou sur le PC. Mais en gros, peu importe où on est, si on est dans un endroit où on peut taper du texte, on clique sur une touche et on parle et ça s'affiche, après c'est transcrit et rien n'empêche de le passer dans un LLM pour mieux structurer avant de l'envoyer en prompt.
Là, ce qui est assez cool, c'est que cette petite extension, bah, c'est en local, enfin, cette surcouche sur le modèle, en local, elle peut voir aussi ce qui se passe à l'écran ou ce qu'on a dans le presse-papier pour prendre le contexte et utiliser les bons mots. Donc ça évite d'avoir à, retoucher ou alors on peut aussi se faire son dictionnaire personnalisé. Voilà, c'est des fois quand je me dis: «Ouais, ça va être super long de décrire tout ça», de décrire par exemple mon application, les différentes étapes, alors quand il y a telle étape, c'est tel écran et puis la personne elle doit pouvoir faire ça, ça, ça. L'écrire, ça voudrait déjà dire que je l'ai structuré avant dans ma tête, ce qui est pas le cas. Je me dis: «Bon allez, je balance tout et puis, vas-y, démerde-toi avec. Moi c'est bon, j'ai donné». Et Ouais, pour le mais coup, c'est le skill marche bien de cadrage, derrière parce que et vraiment pour trouver des liens entre les idées. C'est vraiment trop, trop cool. c'est intéressant comme, comme approche et faudrait que je reteste une nouvelle fois. Ouais, que j'avais fait des voilà, quelques essais mais sans être, bah, comme je disais, plutôt sans être convaincu parce qu'au final, moi, le fait d'écrire et de taper au clavier me permet déjà d'avoir un premier filtre au moment où ça sort et de le reformuler ou de le retravailler ou de voir que ce que je suis en train de dire est cohérent ou pas et de moins partir en digression parce que j'ai tendance à vite le faire si je suis en dictée vocale. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des usages comme tu disais quand tu as un long quand tu as un long parpaing de texte à donner globalement, le fait de le faire oralement peut être Ça intéressant et il aussi. y a ce blocage, enfin, là, c'est vrai que récemment, j'ai eu du mal aussi à, on va dire, structurer mes pensées et c'était limite, bah, je me serais pas lancée non plus dedans s'il avait fallu que je structure à l'écrit, enfin, ça demandait peut-être trop d'énergie. Alors que si je me dis: «Bon, bah, allez, je sais qu'en 1 ou 2 minutes de transcription, j'aurais dit ce que je voulais», plutôt que de prendre le temps de taper. Donc ça permet de quand même passer cette petite étape et de se lancer dans un projet, quitte à ce qu'après j'écrive ou voilà, mais c'est de se lancer et je trouve que ça m'aide bien parce que sinon, de se dire: «Bon, bah, il va falloir que je rédige 3 paragraphes, pour décrire, plein de choses, mais en même temps, c'est pas trop clair dans ma tête», on va potentiellement repousser cette tâche. Ouais, non, ça t'aide et pour le passage à l'action et la structuration de l'idée et en même temps la synthèse aussi, puisque derrière, dans tous les cas, ce que tu vas dicter est pas forcément ce que tu vas envoyer au LLM à la fin. C'est ça. Mais on mettra dans les notes de l'épisode d'ailleurs, bon, les liens des outils qu'on a cités tout à l'heure, d'une part et aussi justement celui que tu as enfin, il y avait Epiphany et l'autre Parakit là que tu as Ouais. évoqué et voilà, comme ça, s'il y a des gens qui veulent essayer aussi la dictée vocale, vous aurez au moins ceux en tout cas à tester. C'est que sur Mac celui-ci ou pas? Le petit LLM local? Ouais, avant j'utilisais Aqua sur Windows, parce que mais bon là c'est payant. Après, c'était sur, hem, je sais que sur, que ça soit sur Android ou sur iPhone, des fois il y a des outils de dictée vocale qui sont on peut avoir 3 000 4 000 mots par semaine par exemple et c'est largement suffisant. Aqua je l'avais pris en payant et il est vraiment cool. Après là maintenant vu que j'ai un modèle qui tourne en local, il faut que je pense à arrêter ma suscri enfin ma mon abonnement. Mais, il y a pas mal d'outils et il faut un peu comparer. Je crois enfin, c'est vrai que ça a fait un peu de mal à tous les outils de transcription parce que ça a pas attendu les LLM, pour être là. Il y avait Dragon, je crois, qui avait Ça plutôt le monopole du côté là. Je sais que j'avais c'est testé, moi j'avais pas des résultats probants pour moi, mais effectivement il était quand même, très utilisé et à l'époque où j'étais en boutique d'info, c'est celui qu'on vendait, le plus quoi. ouais, Enfin bah, je sais qu'on que vendait j'ai systématiquement. un ami, qui ouais, c'est en Belgique, qui est médecin et à l'hôpital, c'est ce qu'ils utilisent, par exemple. Mais voilà, enfin, c'est pas donné, Dragon. Donc maintenant, quand on se dit qu'il y a des outils, enfin, qui voilà, ça peut être 10 € par mois et encore, il y a plein d'alternatives gratuites. Souvent même, il y a l'option de base, mais c'est vrai que j'étais assez déçue de la dictée vocale, même, que ça soit sur iPhone ou celle de base, sur Mac. Donc et j'aime bien cette idée de pouvoir prendre mes raccourcis et juste cliquer là où je veux et je parle et quitte après je reprends en texte, c'est un peu hybride, donc c'est pas l'un ou l'autre. Il y a des moments où je me dis: «Ouais, non, là, je vais pas réussir à structurer, allez, j'écris» et puis même après d'avoir
vu sur, ce qui a été écrit et qu'il a fallu quand même que je trouve des mots pour décrire ce que je voulais insérer, bah, je peux reprendre à la main, essayer de refaire et aussi ça fait mieux les ponctuations. Parce que ça, c'était un gros problème aussi, des outils de dictée. Ça va juste mettre tous les mots les uns à la suite des autres, il y a pas de ponctuation. C'est marrant parce qu'il y a une feature dans Aqua, c'est si par exemple on est dans des outils de communication qui sont plus, du quotidien, on peut choisir de pas mettre les points ou ce genre de choses pour que ça soit vraiment comme quand on parle et qu'on écrit et que ça soit pas trop austère, «Oh là là, il a mis des points, OK, point». Ouais, ouais, c'est sûr, ça se tient. Parfait, merci Lulu pour le petit partage, d'expérience là sur la dictée vocale et ouais, je vais voir. Je sais pas si d'ici le prochain épisode j'aurai testé, mais j'y reviendrai en tout cas. Et bah, écoute, je sais pas si tu as un dernier mot ou si on est bon pour ce côté outil d'aujourd'hui? Bah, on est bien, je peux juste te dire que pour une fois, on a le sujet, de fond la semaine prochaine. OK. On a choisi. Enfin, on va essayer de parler, alors, on va reparler d'intelligence artificielle, mais ce coup-ci de comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser un peu à bon escient. Enfin, c'est toute une partie, enfin, de recherche aussi, recherche de bonnes pratiques, d'essais sur l'IA frugale, qu'on appelle. Donc, parce que je vais faire un petit atelier aussi à la No Code Week là-dessus, donc un épisode, ça sera bien pour préparer et que avec le postulat que la meilleure IA qu'on utilise, c'est celle qu'on n'utilise pas. La meilleure, voilà, la meilleure IA, c'est celle qu'on n'utilise pas et avoir, plutôt que d'essayer de mettre de l'IA partout, de voir les alternatives, voir aussi, par exemple, quand les petits modèles sont plus pertinents ou pas, enfin, voilà. Et très bien, voilà, là tu as prétendu de trop et puis les gens ils auront plus la surprise. Mais oui, on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler d'IA frugale et de voilà, d'efficience, à l'utilisation de l'IA et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode côté outils. D'ici là, passez une très bonne journée ou bonne fin de journée selon quand vous nous écouterez et à la semaine prochaine. Salut!